Bonjour, bonsoir madame. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous parler de votre association? Puis plus tard, on parlera de ce que vous avez fait à l'Université Paris 8 Saint-Denis. Bonsoir, professeur Massengo Mambongolo. Je suis Adissa Alira et je suis la vice-présidente du comité international, ou plutôt Centre international Joseph Kizerbo. Précédemment, c'était le comité, mais bon, beaucoup de gens me connaissaient sous la casquette du comité. C'est le Centre international Joseph Kizerbo pour l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora. Je suis prof de lettres et d'histoire géo. Je suis également la présidente de l'association pour des femmes qui travaillent sur le segment France et Afrique avec à dominante de projets associatifs. Effectivement, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler dans la J'estime deuxième que, partie. j'estime que vous allez un peu rehausser votre voix pour que Kizerbo vous entende. Alors, s'il vous plaît, madame, depuis quand existe votre association et quelles sont vos visées et qu'est-ce que vous avez déjà fait dans le cadre de vos activités? Oh là, voilà deux, trois questions d'affilée. Pour ma voix, ça sera difficile de travailler là-dessus. Bon, mais je ferai l'effort, j'entends. Mais plus sérieusement, effectivement, l'association existe depuis bientôt 20 ans maintenant. Et c'est une association qui a vocation de vulgariser le travail intellectuel, la contribution du professeur Joseph Kizerbo à un niveau évidemment universitaire, tout d'abord parce que le centre regorge de plusieurs casquettes, des chercheurs, des enseignants-chercheurs, mais pas seulement. Et surtout, on retrouve plusieurs, plusieurs casquettes et plusieurs domaines des sciences. Tous ne sont pas issus des historiens ou autres. Et également, on retrouve des personnes qui sont sur les 5 continents, disons. Et donc, comme je disais précédemment, nous avons vocation à faire connaître le travail de nos prédécesseurs, Kizerbo et puis les penseurs de sa galaxie, et également donc les travaux de Cheikh Anta Diop et tant d'autres encore. Et également d'autres personnes moins connues. Voilà. Est-ce que vous avez, dans les jours à venir, hein, les jours proches, est-ce que vous avez des activités qui sont programmées? Nous avons des activités qui sont programmées depuis le mois de juin 2022 et jusqu'au mois de juin prochain 2023, nous avons des activités qui s'enchaînent quasiment toutes les semaines ou autres. En tous les cas, nous avons des activités. Étant donné qu'effectivement, on est situé, comme je vous disais, à des points cardinaux différents. Par exemple, on a eu une activité qui s'est déroulée au Brésil, récemment au Brésil, il y a il y a une semaine à peu près, au Ouaga, et puis voilà. Il y a toute une série d'actions comme ça qui sont menées, ce qui fait que pour répondre à votre question, moi-même je n'ai pas le calendrier de nos activités. Bon, ça dépend desquelles, mais pour les grosses activités à venir, nous prévoyons normalement d'ici la fin avant la fin de l'année, on aura notre AG. Et puis, à cette occasion-là, il y aura d'autres activités. Et on anime également un comité de rédaction
autour de ce comité de rédaction pour faire connaître des publications de plusieurs sujets. Donc, pour faire connaître l'histoire de l'Afrique, on aura également des réunions qui vont nous permettre d'aborder ces sujets-là. Ok. Est-ce que Madame Kizerbo fait partie de votre association? Madame Kizerbo, alors il faut savoir que nous, le centre, c'est effectivement le centre Kizerbo n'est pas une histoire de famille, ce qui fait que Madame Jacqueline Kizerbo, qui est donc la doyenne, qui était l'épouse de feu Joseph Kizerbo, nous a quittés il y a déjà quelques années. Mais nous travaillons toujours avec d'autres personnes qui portent le patronyme Kizerbo. Au niveau du centre, on a, voilà, il y a le deuxième vice-président, enfin bon, il y a effectivement le professeur Kizerbo également avec nous. Mais au niveau de la famille Kizerbo, ce que j'étais en train de dire, c'est que le centre, tout comme la fondation Kizerbo, échappe, si vous voulez, c'est un peu ce qui arrive quand on est victime de son succès, c'est-à-dire que la formation dépasse, si vous voulez, le cadre familial des Kizerbo. Ok, merci. Est-ce qu'on peut dire... pouvez-vous nous parler de la place de la femme dans votre organisation? Alors, la place dans la formation, si vous voulez, nous travaillons en toute intelligence avec chacun sa spécialisation ou sa spécialité, ou en tout cas ses sujets de recherche, ce qui fait qu'on ne peut pas à proprement parler de la place de la femme. Moi, par exemple, je travaille sur le genre et sur le droit des femmes, mais ce n'est pas forcément dans le cadre de mes activités au niveau du centre Joseph Kizerbo. Cette thématique-là, c'est une thématique autour de laquelle j'anime des activités. Tantôt, comme je disais, je suis également présidente d'une association de femmes. Ok, et comment s'appelle cette association? L'association s'appelle Les Mains Ensemble. Les Mains Ensemble. Merci beaucoup, madame. Je vous ai rencontré à l'université Paris 8 Saint-Denis. Pouvez-vous nous faire l'objet de votre présence dans cet environnement et nous dire exactement l'ambiance et ce qui a été dit dans ce cadre-là? Oui, effectivement, c'est d'ailleurs là que j'ai eu la chance de vous rencontrer et puis de rencontrer d'autres personnes. Et le cadre, donc, c'était dans le cadre de la commémoration de la bataille de Vertières. C'est une bataille qui remonte au tout début du 19e siècle, en 1803, à Haïti, où les descendants des Africains qui ont été portés en esclavage sur l'île de Haïti ont mis en déroute l'armée napoléonienne. Et depuis 1803, ça a précipité les choses et depuis cette date-là, les Haïtiens et tous ceux qui se reconnaissent dans la cause anti-impérialiste, anticolonialiste, et qui sont de toutes les façons fiers de ce que les descendants des esclaves, autrefois esclaves partis d'Afrique, ont fait, se doivent nécessairement de rappeler à la face du monde ce que fait l'union
et ce qu'est véritablement la nature de l'Africain où qu'il se trouve. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous nous sommes retrouvés avec nos amis, nos frères et collègues haïtiens à l'université de Saint-Denis pour évoquer cette bataille-là et tant d'autres choses. Quant à l'ambiance, vous y étiez, elle est proprement... disons que il faut quand même dire en deux mots, et en deux mots c'est vraiment difficile, ça sera difficile pour moi de qualifier parce que l'ambiance était au-delà de la symbolique qui nous a tous réunis, l'ambiance était particulièrement chargée d'histoire, chargée de connaissances et surtout c'est un endroit où nous avons beaucoup appris. Sans fausse modestie, votre présence a particulièrement rehaussé cette journée dans la mesure où sans fausse modestie on a pu nous appuyer sur le Congo et la congolité que vous avez présentée a donné à cette rencontre un cachet, bien sûr, avec tout ce que nous avons à partager ensemble avec la diaspora. Je dirais modestement que cela était vraiment au-delà de nos espérances. C'était au-delà de vos espérances. Oui. C'est la première fois que vous travaillez avec la communauté haïtienne? Non, pas du tout. Je travaille avec la communauté haïtienne depuis plusieurs années déjà, peut-être une décennie, voire plus. Mais cette rencontre marquera et sera forcément restera dans les annales par rapport à tout ce que nous avons pu avoir, parce que nous, si vous voulez, nous en tant qu'Africains, vous comme moi, lorsque nous avons décidé pour des raisons qui nous sont propres à chacun et au-delà de nos deux organisations, au-delà donc de ces limites-là, tous ceux qui se sont reconnus dans les activités de la diaspora pour travailler autant avec les Haïtiens que les Africains, nos autres frères de la Caraïbe et même du pourtour de l'Afrique. Hein. Quand on connaît la route de l'esclavage, on sait que les frères africains qui sont partis de l'Afrique n'ont pas tous simplement été jusqu'en Haïti, jusque sur la Caraïbe. Mais bref, tous ceux, je disais, qui se sont engagés à travailler dans ces thématiques-là, nous avons, de façon renouvelée, nous vivons des expériences et elles ne sont jamais les mêmes, mais c'est une des expériences où effectivement l'Afrique était vraiment représentée. Représentée par rapport à la bibliographie qui nous a permis les diverses publications qui étaient là, vos livres comme d'autres encore. Là, cette fois-ci, c'était vraiment quelque chose de dense et avec des exemples à l'appui, la façon dont l'Afrique nous a été racontée des origines en Haïti et de Haïti au retour vers le Congo pour ce qui est de la diaspora haïtienne. Là, je dirais que cette fois-ci, c'était vraiment bien. Très bien réussi. C'est-à-dire que l'énigme du retour aux origines africaines. Il y avait ça, il y avait de ça, il y avait... c'était ça, c'était la question, c'était Haïti et l'énigme du retour aux origines africaines. Et en termes d'énigmes, c'est vrai que
les uns comme les autres, on a tenté d'apporter une solution pour ce qui est de la partie que eux considèrent énigmatique, mais qui est effectivement non pas une énigme en tant que telle. C'est toujours un plaisir de résoudre, en tous les cas, d'apporter notre contribution, et le fait que nous nous tenions, quoi qu'il arrive, aux côtés de nos frères de la diaspora est en soi déjà une des clés, si énigme il en était. Merci beaucoup, madame. Est-ce que il y a quelque chose que vous avez oublié? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous a frappé? Sinon, votre dernier mot. Mon dernier mot, ça serait à l'endroit des Haïtiens, mais aussi des jeunes Africains sur le continent, que j'invite vraiment à se rapprocher de la diaspora, en tout cas d'essayer, à travers les travaux des scientifiques, des hommes de culture qui ont fait un travail formidable pour faire connaître l'histoire de nos frères de l'autre côté. Ça serait vraiment de les encourager fortement à se rapprocher de cette culture-là. Pour regretter aussi le fait qu'effectivement, peut-être, le manque de volonté politique fait que cette histoire est aussi bien méconnue en Afrique, mais plus grave encore, méconnue de l'autre côté, qui fait que nos frères, que ce soit de la Caraïbe en général, ont une méconnaissance. Méconnaissance qui néanmoins peut être vraiment rattrapée, réparée aujourd'hui grâce à vos publications et à d'autres aussi. Mais pour ce qui est de l'Afrique, en tout cas, je sais qu'il y a des auteurs qui peuvent être lus. Vous avez publié un livre dont le titre m'échappe, c'est Congo. C'est un instant. Et oui, c'est celui-ci, Sur les traces Congo dans les Amériques, Haïti. Je le présente. Et cet ouvrage, je le recommande personnellement. J'ai commencé à le lire et j'ai beaucoup appris. Déjà, je pense que c'est vraiment indispensable à la jeunesse africaine, de façon générale, francophone, parce que là, c'est une édition en français. Je ne sais pas si le livre a été traduit dans d'autres langues, mais il serait vraiment intéressant que les gens s'intéressent davantage aux publications de nos scientifiques qui, pour beaucoup, ont fait un travail formidable. Il y a celui-ci également que je recommande. Ça parle du vaudou, même pour des personnes qui ne sont pas vaudouisantes. C'est le vaudou haïtien vu avec les yeux d'un Congo d'Afrique. Le voici. Pour compléter un peu ce que vous venez de dire, ce livre-là, Le vaudou haïtien vu avec les yeux d'un Congo d'Afrique, a été publié en 2005, après mon premier voyage en 2002 en Haïti. Et celui qui est devant vous, ce livre-là, oui. C'est le résumé de mes 26 ans de travail. 26 ans de travail avec les hommes de la Caraïbe, les hommes de l'Amérique, le Vatican et les villages de l'Afrique. Ça fait 15 traversées atlantiques pour aller voir de l'autre côté ce qu'il y a. Et dans l'autre sens, 15 traversées de la Méditerranée pour aller soit à Diebougou, au Burkina Faso, à Dolo, pour aller à Ouida, pour aller au Ghana, tous les pays africains d'où sont venus les Africains qui sont de l'autre côté de l'Amérique, de telle façon que l'on puisse mettre les points sur les i, comme vous avez dit. Je pense que ça vaut la peine d'être
d'être lu. Nous devions apprendre à lire nos propres livres parce que dans le bas-fond, ce n'est pas soutenu par des logiques pro-coloniales qui vous poussent à dire deux fois le contraire de ce que vous avez vu. C'est une belle... c'est vous-même qui le dites et pour moi c'est un beau résumé. Et comme le disait Joseph Kizerbo, chaque génération a ses pyramides à bâtir. Je pense que si les Africains, les jeunes Africains s'y mettent, avec tout ce que nous pouvons trouver aujourd'hui, qui plus est encore à l'ère de l'informatique, Internet, se mettent à faire des recherches, on parlera non pas de retour énigmatique, mais de retour nécessaire. Retour nécessaire dans le sens où c'est un retour à la tradition, un retour à soi-même. Et dans ce sens-là, je dirais encore que il y a beaucoup a été fait, mais il reste encore à faire. Par exemple, et je termine là-dessus, les jeunes kizerbistes ont sorti un plaidoyer qui s'appelle, je le tiendrai à votre disposition, c'est le plaidoyer pour la jeunesse, qui a été lu à l'occasion du centenaire de la mort, de la naissance du professeur Joseph Kizerbo. Et vous savez que l'université de Ouagadougou, puisque vous êtes un fin connaisseur du Burkina Faso, vous savez que l'université de Burkina donc porte le nom du professeur. Et donc ce plaidoyer a été lu à l'occasion du centenaire de la naissance du professeur Joseph Kizerbo à l'université. Et en tous les cas, je tiens à le signaler pour dire que ce plaidoyer mérite d'être partagé, lu par chacun et qui est nécessaire. Il faut s'approprier un mode de pensée, il faut s'approprier notre histoire, il faut vraiment que chaque jeune s'approprie son identité, notre identité commune, tout en sachant que nous vivons dans un monde commun. Merci madame, merci pour la belle conclusion. Si vous pouvez nous dire une fois de plus votre nom, cela nous fera plaisir. Donc je suis Adissa Alira. Merci beaucoup. Merci à vous.